Bonjour et bienvenue à Belles Lettres, cette émission qui vous fait découvrir le monde à travers les lunettes des hommes de lettres et des cultures. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ce plateau Monsieur Isidore Dayouel Nziam, historien, professeur ordinaire émérite à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Bonjour, professeur. Bonjour. Bienvenue à Belles Lettres. Merci beaucoup. Professeur, c'est un honneur pour nous de vous avoir là devant nous pour un entretien autour de la littérature, du livre, de la lecture. Je partage cette joie et cet honneur d'être ici et de découvrir ce beau cadre de travail. Merci. Nous vous disons merci pour votre disponibilité et merci de vous apprêter à ce jeu de questions et réponses. Comme première question, puisque nous allons parler de la littérature, quelle est votre définition de la littérature? Vaste question. Oui, donc disons au concept de littérature, on peut dire qu'il y a plusieurs acceptions. L'acception première, qui est celle que nous utilisons en histoire, c'est de dire que la littérature, c'est la production de ce qui relève du verbe, c'est-à-dire de la parole. Donc c'est vraiment la macro-définition. Oui. Parce qu'alors dans ce concept-là, il y a la littérature orale, il y a la littérature sonore, on parle même de la littérature grise. Ça, c'est une première acception. Oui. Une autre acception, c'est de faire de la littérature ce qui relève de l'écrit, de l'écriture, littéraire. Alors, à ce moment-là, on s'en tient à un concept beaucoup plus limité. Mais il y a encore une troisième acception, et je présume que c'est celle qui nous intéressera ici, c'est la littérature comme un élément des belles lettres, comme, n'est-ce pas, des matériaux pour l'esthétique, pour l'expression de l'émotion, l'expression d'un art, un art d'ailleurs qui est très proche de la musique, comme disait, n'est-ce pas, Verlaine, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague, plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Donc voilà, littérature et musique étant très liées. Donc voilà, il y a les trois acceptions, tout dépend de ce qu'on veut. Vous êtes historien, pouvez-vous nous donner les rapports qu'entretiennent littérature et histoire? Bon, je pense que la compartimentation entre les deux n'est pas toujours évidente. D'abord, l'histoire est une science, certes, mais c'est une science littéraire. Et puis, il existe une écriture de l'histoire qui n'est pas forcément de la science. Donc, nous sommes un peu dans les deux. Je note d'abord que, pour parler de notre région, l'Afrique centrale, nombre d'historiens sont également écrivains, voire poètes. Si vous prenez le cas du père Mvenga, Engelbert Mvenga au Cameroun, le Cameroun qui a écrit le gros volume Histoire du Cameroun, c'est un poète. Vous prenez Obenga, Théophile à Brazzaville, qui est un historien, un égyptologue, mais peut-être les gens ne le savent pas, c'est un poète, il a des recueils de poèmes. Donc voilà, et quand vous prenez des grands de la littérature comme Aimé Césaire, certes il a écrit Cahiers d'un retour au pays natal, mais il a écrit également Toussaint l'Ouverture, qui est un ouvrage d'histoire. Et d'ailleurs, la plupart de ces pièces de théâtre, c'est sur fond de l'histoire. N'est-ce pas, la tragédie du roi Christophe, Une saison au Congo, et les chiens se taisaient, tout ça c'est des faits, donc c'est du théâtre, mais à partir des faits historiques.
Donc voilà, il y a un peu, nous sommes là dans une espèce, je dirais, de concubinage fertile entre l'histoire et la littérature et l'histoire. Qu'est-ce qui explique cette affinité entre littérature et histoire, littérature et poésie? Mais je pense que ça remonte depuis le début. Si vous voyez Hérodote, qui est considéré comme le père de l'histoire, mais son ouvrage est lu dans le cadre de la littérature. Tacite, dans la littérature latine, c'est considéré comme la littérature, mais Tacite est un historien. Les Thucydides, Pline le Jeune, c'est des historiens. Vous prenez, je ne sais pas, dans la littérature arabe, Ibn Khaldoun, qui est le plus grand historien du monde arabe, c'est de la littérature. Donc voilà, c'est depuis toujours qu'il y a eu ces éléments. Donc, des ouvrages d'histoire sont utilisés également comme des morceaux d'anthologie, des passages. Donc il y a toujours eu les deux. À l'époque de la scolastique, on considérait la philosophie comme étant la servante de la théologie. Oui. Entre l'histoire et la littérature, c'est l'histoire qui est la servante de la littérature ou c'est la littérature qui est servante de l'histoire? Difficile à dire. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la littérature qui est servante de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est essentiellement le vécu, les faits. Oui. La littérature, quand bien même elle serait produit de l'imagination, Oui. n'est-ce pas, l'expression de l'émotion, cette expression de l'imagination et de l'émotion part d'un vécu, d'un réel. Et donc il y a les deux. Mais seulement, on peut dire aussi que le vécu s'alimente des produits d'imagination. Donc voilà, il y a un va-et-vient entre les deux. Une sorte de dialectique. Voilà, des dialectiques. Vous avez parlé de la philosophie, mais il y a la philosophie de l'histoire, qui est aussi une branche très importante, parce que l'histoire, c'est finalement une science carrefour où on retrouve pas mal de choses. Quel rapport l'historien Daiwel entretient-il avec la littérature? Bon, moi je voudrais simplement dire que je vis le présent et je le vis pleinement, sans faire de compartimentation dans ma vie. C'est vrai que j'ai été formé comme littéraire. J'ai fait les humanités gréco-latines. J'ai été formé, ma première formation, vous le savez très bien, c'était la philologie romane. Oui. Mais après, j'ai évolué essentiellement comme historien. Pourquoi ce revirement? Vous avez commencé par la littérature, la philologie? Non, ce n'est pas en réalité un revirement. Oui. Je me suis toujours intéressé aux deux. Toujours aux deux. J'aimais bien la littérature, j'aimais bien l'histoire. Si je me rappelle bien aux humanités, je me sentais à l'aise dans ce genre d'enseignement. Le latin, le grec, bien sûr. Mais c'était des supports de la littérature. Mais lorsque je me suis présenté à Lovanium, à la faculté des lettres, j'avais un professeur d'histoire qui s'appelait le chanoine Louis Jadin. Il m'avait dit à ce moment-là, « Ah, si vous faites bien vos études romanes, c'est l'équivalent de l'histoire. » Parce que je dois dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'histoire à l'université Lovanium, puisque c'était considéré parmi les sciences soi-disant dangereuses. Donc, j'ai commencé en romane, j'ai continué. Mais je dois vous dire que la philologie romane également donne beaucoup d'ouverture. Prenons la situation de Valentin Yves Modimbe qui me précédait d'une année
Oui. Vous savez qu'il s'est réalisé comme philosophe, Philosophe, oui. un plus grand philosophe aux États-Unis. Je peux aussi donner d'autres exemples comme Alexis Takizala à Lubumbashi, qui a fait la philologie romane, mais qui s'est réalisé comme linguiste africaniste. Africaniste. Donc vous voyez qu'il y a les deux. Ngalasso aussi, comme en France. Voilà, qui s'est réalisé comme linguiste africaniste. Donc, il y a beaucoup de passerelles. Lorsqu'on a fait les romans, ça permet d'aller dans plusieurs autres disciplines. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique, d'attrayant dans la littérature et qui fait que vous continuez à vous attacher à elle? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'art littéraire? Mais à la vérité, je vais vous faire une révélation. J'ai toujours écrit à la fois et l'histoire et des textes littéraires. J'ai écrit une pièce de théâtre, par exemple, bon, qui n'est pas publiée. J'ai écrit beaucoup de poèmes qui ne sont pas publiés. Il est vrai que mes premiers poèmes ont été publiés dans la revue Présence africaine à Paris, dans les revues locales. Mais voilà, donc c'est probablement pour ne pas troubler les gens que j'ai publié essentiellement des documents en histoire, jusqu'à ce que récemment j'ai eu envie de publier un recueil de poèmes. Mais sinon, ce n'est pas quelque chose de neuf. C'est que, pour moi, la littérature, c'est un peu le prolongement de l'histoire. C'est-à-dire, j'en suis dans les faits, et à un moment donné, je voudrais exprimer mon émotion, mes sentiments sur ce que je pense. Et je le fais sous cette forme-là. Est-ce qu'il y a des auteurs classiques qui ont suscité en vous cet amour pour la littérature, pour les belles lettres? Oui. Vous serez étonné si je vous disais que pour moi, l'auteur qui a été pour moi presque le maître, c'était Alphonse Daudet. Les lettres de Montmoulin. Notamment. Parce que c'était une écriture très simple. Oui. Une écriture métaphorique, une écriture avec beaucoup d'humour. Et j'avoue que mes maîtres aussi, lorsqu'on faisait des cours, on faisait des dissertations, etc., me poussaient beaucoup à ce genre d'écriture. Donc, pour moi, de l'hermétisme littéraire, c'est pas ce que je recherche. C'est essentiellement de l'esthétique, bien sûr, mais la communication par la littérature est pour moi un élément capital, parce que je voudrais communiquer un message, je voudrais communiquer une émotion, je voudrais que quelque chose aille vers le lecteur. Donc, voilà, il y a Alphonse Daudet, bien sûr il y en a bien d'autres, mais là c'était pour moi vraiment l'apprentissage à l'écriture, Alphonse Daudet. À part Alphonse Daudet, il n'y a pas un autre? Oh, mais oui, bien sûr, comme tout le monde a beaucoup aimé tout le groupe des romantiques. J'aimais bien Alfred de Musset, naturellement Lamartine, Victor Hugo, beaucoup lu dans ce sens. Alors, Victor Hugo, non seulement les poèmes, mais aussi les romans, comme Les Misérables. C'est un roman que j'ai lu plusieurs fois, parce que j'y trouvais beaucoup de l'humain dans ce qui s'écrivait. Et sur les Africains, bon, j'ai côtoyé beaucoup d'amis, écrivains, avec qui je suis très en contact. Aminata Sofal au Sénégal est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup, j'aime bien sa façon d'écrire. J'ai lu du Césaire comme tout le monde, j'ai lu du Senghor. En fait, c'est comme tout le monde. Là, il n'y a rien de particulier. Mais aussi beaucoup de contemporains, n'est-ce pas? Et au Congo, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa? Oh, oui, bien sûr. Henri Lopez, beaucoup lu d'Henri Lopez.
de surcroît un ami, et beaucoup aimé ses écrits, et je me retrouve énormément dans ce qu'il a fait. Je ne vais pas vous citer à nouveau Obenga, qui est donc, oui, et alors également Tati Loutard. Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste, j'ai bien aimé. J'aime bien ses écrits. Il nous a quittés, hélas, mais c'était un personnage, c'était un grand bonhomme. Hein. Il a été plusieurs fois ministre, mais toujours resté écrivain, un homme simple, un homme direct. J'ai beaucoup aimé ça. Et au Congo, Kinshasa? Au Congo-Kinshasa, j'ai lu énormément. J'ai lu, bien sûr, pratiquement tout lu de Mudimbe, et Pius Ngandu, qui est très prolixe. Beaucoup lu de lui. Mais également d'autres qui sont moins connus ici. J'ai suivi les ouvrages de Bolia, qui est mort très vite et très jeune, mais il avait commencé à écrire des choses très très bien. Bon, alors récemment, nos deux écrivains, notamment celui qui a eu le prix des 5 continents, les mathématiques congolaises. Oui, le nom m'échappe, mais en fait, qui était un écrivain que j'apprécie et dont j'ai lu les textes également bien d'autres. Donc voilà, nous sommes dans une production congolaise qui est connue à l'extérieur et pas suffisamment à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y a un surgissement aussi de la littérature qui probablement n'est pas suffisamment connu à l'extérieur. Vous n'avez jamais lu Zamenga, Batuke Zanga? Comment donc? Disons que Zamenga est contemporain. J'ai vu le début de Zamenga qui était en fait assistant social, s'occupant des homes d'étudiants à Lovanium quand j'étais étudiant. Oui. Bon, c'est à ce moment-là que nous étions tous dans la Pléiade, ce que nous appelions la Pléiade du Congo, avec Clémentine Zouzi-Faïk, avec Dieudonné Kadimanzouji et tout ce groupe. Donc il était avec nous. Donc j'ai vu le début de ses écritures et j'ai bien aimé l'évolution que ça a pris. Au moins, il a donné à lire à notre jeunesse par son style qui était un homme très proche de la culture traditionnelle, ce que je considère comme notre culture classique. Et il a bien rendu ça dans tout ce qui se passe, le crocodile, à l'Ozi, etc. Donc voilà, je pense que ça reste, c'est devenu un monument dans notre littérature. Et comment justifier le procès qu'on lui intente, quoi? Souvent on dit de lui qu'il a une écriture simple, simpliste. Mais vous savez, on peut dire ce qu'on veut, oui. Mais Zamenga avait un rêve et il l'a réalisé. Ce que je souhaite, c'est que dans notre population, nous ayons souvent ce genre de personnes qui ont une idée et qui vont jusqu'au bout des idées. Très souvent, lorsque vous commencez une action, alors il y a la somme des critiques. Ah, mais pourquoi vous faites ça et pas tel autre, et pas ceci? Eh bien, écoutez, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être tout. Voilà, Zamenga est ce qu'il est. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez faire autre chose, faites-le, et à ce moment-là, on verra ce que ça donne. Donc, nous n'allons pas nous éterniser sur... comme on le dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Voilà. Okay. Professeur, vous avez publié en 2017, en 2 tomes, aux éditions de l'Harmattan, un ouvrage intitulé « L'invention du Congo contemporain, tradition, mémoire
modernité. J'ai trouvé un peu prétentieux, excusez-moi le terme, ce titre. Comment peut-on inventer le présent par le passé? Pourtant, le titre, me semble-t-il, est bien à propos. C'est l'ensemble des faits et des procédures du passé qui sont à la base de la création du présent. D'où ce titre. Mais je tiens à vous dire que dans la littérature, il existe beaucoup d'ouvrages avec le titre « Invention ». Voilà, je veux dire, par exemple, l'historien Jean-Pierre Chrétien a publié l'ouvrage intitulé « L'invention de l'Afrique des Grands Lacs ». Et puis, je ne vais pas aller trop loin, Moudimbe a publié « L'invention de l'Afrique ». Il y a l'invention de l'Europe, l'invention de la France. Donc, c'est un titre plutôt qui est, j'allais presque dire, qui est dans le vent, dans les sciences sociales, pour dire comment est-ce que l'ensemble des faits du passé et des procédures, des structures justifient l'existence d'un certain présent. Voilà, le temps présent n'est que la production de ces éléments. Pour revenir à votre recueil de poèmes, que viennent les temps des chenilles. Quelles sont les problématiques que vous exploitez à travers ce recueil de poèmes? Bon, ce que j'exploite là-dedans, c'est une seule idée. Laquelle? C'est celle que porte le titre. Que viennent les temps des chenilles. Dans notre tradition, la récolte des chenilles, c'est le bon temps. C'est le règne de l'abondance, de la paix. Et voilà. C'est le grand souhait, c'est la grande prière pour le Congo qu'arrive enfin, après 59 ans de difficultés, de turpitudes, de guerres, de contre-guerres, rébellion contre rébellion, qu'arrive enfin la période des chenilles. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça porte comme sous-titre « Prière sur la tombe des ancêtres ». Et donc, la période des chenilles, dans les textes, parfois, c'est le matin. Je parle parfois de l'arrivée du matin. L'aurore. On voit arriver, poindre à l'horizon l'aurore. On attend le matin. Donc, c'est toujours la même idée. C'est à la fois l'idée d'aller, de rechercher, de prier pour le mieux-être, de travailler pour ce mieux-être et en même temps de ne pas se décourager. Mais je pense aussi, c'est aussi un hymne à la population congolaise, au courage, n'est-ce pas, de la population, des enfants sorciers. Donc il y a un poème, L'aveu, ça parle de l'enfant sorcier. Et je parle de la guerre, de la fin de la guerre. Je fais l'évocation des grandes figures comme Lumumba, Kimpa Vita, mais je pense que c'est à découvrir, c'est pas à moi tellement à dire ce qu'il y a. Donc voilà. Donc ce n'est pas du pur lyrisme, non. C'est essentiellement un cri, un appel et une prière. Voilà. Mais vous y chantez aussi votre nostalgie de la vie simple de votre enfance. Absolument, absolument. La vie simple de l'enfance, spécialement d'une enfance qui attend l'arrivée, le développement, qui attend, comme j'ai dit, le matin, l'aurore, ou le voyageur qui s'en va
et qui donne l'enfant qui s'en va, qui donne des indications, va droit dans votre but. Suivez. Vous êtes le messager. Ne perdez pas votre temps en cours de route. Ne vous laissez pas distraire par d'autres choses. Et surtout, sachez que n'importe qui, lors de votre passage, peut vous aider, y compris ceux qui donnent l'impression de n'être capables de rien du tout. Ils peuvent vous apporter de l'aide. Je pense qu'il y a un poème comme ça, dans ce sens. Voilà à peu près de quoi il est question dans ce Et recueil. vous vous attendez à un exaucement de cette prière sur la tombe de nos ancêtres? Mais bien sûr, puis bien sûr, je l'espère d'un grand espoir, je l'attends d'une grande attente. Et je voudrais que nous nous y mettions tous pour cela. Et donc, vous voyez, ce recueil, c'est également tout l'effort de l'écriture, de l'histoire du Congo. C'est d'amener les Congolais à avoir une lecture édifiante de leur propre devenir, de leur propre évolution. Même s'il y a des moments, certains moments, ça a l'air d'être... tout le monde est découragé. Mais je crois que si vous avez lu attentivement mes livres d'histoire, c'est une lecture plutôt édifiante. Montrer que même dans les écarts que nous avons eus, ça nous amène vers quelque chose d'autre et il ne faut pas se décourager. Quel est le regard de l'historien Dayuel sur la littérature congolaise de l'origine à nos jours? Bon, mais nous avons eu des temps forts de notre littérature, notamment les années 70 avec tous les grands romans Modimbe, les publications de Dieudonné, Kadimansuji, de sa sœur Clémentine. Bon. Alors, nous avons eu une période creuse, les années 90, mais je dois dire que je salue ce nouvel élan que je vois lorsque nous avons en décembre, lorsque la halle de la Gombe donne à présenter des ouvrages de la littérature congolaise, de se rendre compte qu'il y a un nouvel élan. Et même quand on voit les publications de Saint-Paul, rien que de Saint-Paul, il y a pas mal de recueils de poèmes, il y a des recueils de nouvelles, des petits romans, donc il y a quelque chose de neuf. Il faut saluer ça en estimant que vraiment, lorsqu'on passe à Brazzaville, à Yaoundé, à Abidjan et à Dakar, vraiment, que des jeunes qui écrivent. Que des gens qui écrivent, mais touchons du bois, nous finirons aussi par arriver à ce genre de performance à partir de ce qui naît actuellement. Parce que maintenant, nous devons absolument encourager nos jeunes à écrire, mais je pense que nous pourrons retrouver la posture qui était nôtre vers les années 70. Quels sont les problèmes auxquels est confrontée cette littérature? Des problèmes énormes. D'abord, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous savez que les gens chez nous n'aiment pas lire. Oui. C'est le grand problème. Et lié à ça, il n'y a pas de librairie. Les livres, les quelques endroits où les livres se vendent, c'est très cher. C'est trop cher par rapport au niveau de vie de la population. Et il n'y a pas de diffuseur. Il n'y a pas de diffuseur. Vous publiez sur place, vous payez vous-même l'édition, vous avez vos milliers d'exemplaires, eh bien vous gardez ça sous votre lit, dans votre chambre, parce qu'il n'y a personne. Il n'y a même pas de diffuseur. Vous ne pouvez pas confier ça à un diffuseur qui soit capable d'amener ça dans les librairies à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi, à Kisangani, à Kikwit. Non, ça n'existe pas. Donc,
il y a un certain nombre de publications qui ne circulent que dans la ville de Kinshasa. Et donc, le discrédit, il y a un certain discrédit que nous avons porté pour tout ce qui est littéraire, en est également la cause. Lorsqu'on a créé l'Université nationale du Zaïre, l'UNAZA, la décision malheureuse qui a été prise a été de regrouper la faculté des lettres à Lubumbashi. Oui. Moralité, tout ce qui est littéraire a disparu pratiquement de la ville de Kinshasa et des autres villes. Et c'est vrai qu'à Lubumbashi, on a eu une effervescence littéraire très forte. Oui. Mais cela est resté là parce que c'est une ville provinciale. Donc le dynamisme qu'il y avait ici, avec le prix Sébastien Gonzo, avec la Pléiade du Congo, avec toutes sortes de choses là, avait été mis sous le boisseau. Donc cette situation également justifie cela. Alors habituellement dans les familles, lorsque un enfant dit je voudrais aller en sciences, faire la section littéraire, Oui. dit non, jamais, n'allez surtout pas là. Voilà, il faut aller faire la biologie, etc. Donc nous avons nous-mêmes discrédité ça parce qu'on imagine que dans ces sciences-là, on ne peut pas faire sa vie. Mais aller ailleurs, aller à Dakar et tout ça, la faculté des lettres, c'est plein d'étudiants. Et d'ailleurs, nous parlons de la faculté des lettres et sciences humaines. Et au Congo, nous avons pris cette appellation lettres et sciences humaines. Mais la composante sciences humaines n'y figure pas, puisqu'il existe des facultés encore de sciences sociales, de pédagogie et psychologie. Normalement, dans la tradition française, la faculté des lettres et sciences humaines, ça inclut la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, la pédagogie, les communications. Tout ça, ça fait partie de la faculté des lettres. Tout ça, c'est des lettres. Donc, également, le fait d'avoir saucissonné ces études font que, voilà, il n'y a plus cette proximité. La sociologie, l'anthropologie, la psychologie, les sciences de l'éducation éloignées des lettres, plus ou moins anémiées maintenant, parce que les spécialistes de ces disciplines oublient que ce sont des sciences pour lesquelles on s'exprime à l'écrit. Et qu'il faut savoir écrire pour être un bon sociologue. Que peut la littérature dans une société? La littérature dans une société est quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement important. Fort heureusement que dans la société congolaise, un certain rôle que devait jouer la littérature est assuré par la musique. Par la musique. Mais sinon, habituellement, c'est la littérature. C'est dans la littérature que les gens s'expriment. Et c'est à partir de la littérature que les gens apprennent une certaine façon d'être. Et d'ailleurs, adoptent. Même, vous voyez, même des citations. Quand on fait des citations, oui. Souvent, c'est des citations qui proviennent de quoi? De la littérature. Bon. Mais heureusement, chez nous, comme j'ai dit, c'est un peu la musique. Donc, nos citations, dans notre culture urbaine, c'est des citations de musique. Hein? Voilà, on dit, voilà, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité, voilà, par l'escalier. Donc, on reprend ce qui est dit, Kofi Olomide, dans la musique, et ça devient des citations. Mais ailleurs, dans d'autres sociétés, normalement, c'est le rôle que joue la littérature.
Et donc, nombre parmi nous, nous avons été formés, même aussi nos jeunes aujourd'hui, dans la littérature. Et donc, ils retrouvent dans les fables de La Fontaine, dans les classiques Corneille, Racine, etc., beaucoup d'expressions, beaucoup de choses, et beaucoup aussi dans la façon d'être, la façon de vivre. Et que faire pour que la littérature chez nous joue ce rôle-là? Ben, il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'y mettre et de s'y mettre sérieusement. Il faut que nous ayons une production locale de la littérature. Les gens liront d'autant plus si dans la littérature ils retrouvent des éléments de leur vie. Et pour que les éléments de leur vie passent à l'écriture, oui, il faut que les locaux écrivent. Et ils vont s'y retrouver. Y compris d'ailleurs les formules françaises locales ne seront réellement popularisées que quand ça se retrouve dans les écrits. Et d'ailleurs, nous pourrons mieux les exporter. Nous en exportons déjà un petit peu, mais nous les exporterons davantage lorsque ça sera dans notre littérature. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à un problème de langue? Peut-être que si la littérature était s'exprimer, si nos écrivains s'exprimaient dans la langue, les langues nationales, peut-être que cela allait intéresser assez de gens. Bon, mais nous avons beaucoup perdu dans les langues nationales. Pendant la période coloniale, j'aime le rappeler, il y avait des magazines, des journaux dans les langues locales. N'est-ce pas? Un journal comme Anki Congo, Ntete Mboeto, Aki Santu, c'est depuis 1905. Odi à Bukavu, ou bien Nkurusse, en Otetela, en Tsholuba, c'était des journaux. Les gens lisaient dans nos langues. Mais depuis l'indépendance, nous avons abandonné cette habitude. Au point que maintenant, c'est assez choquant de l'apprendre. Vous mettez une Bible en lingala et la Bible en français. Les gens vont acheter davantage la Bible en français qu'en lingala. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens sont maintenant plus habitués au français qu'au lingala écrit. Qu'au lingala écrit. Et qu'au Tsholuba écrit. Ils ont fait de nos langues nationales essentiellement des langues orales. Et lorsqu'il s'agit de le lire, les gens ont un peu perdu l'habitude. Et ont perdu également l'habitude de l'écriture dans ces langues. Surtout que les linguistes nous ont compliqué encore la vie en essayant d'y mettre des signes diacritiques, etc., en demandant ce qu'on utilise les éléments de l'alphabet phonétique international. Ça se fait que, bon, vraiment, j'écris Tsholuba avec C, oui. Et les gens me demandent, mais enfin, professeur, pourquoi vous écrivez avec C? Vous voyez, donc les gens ne savent pas que le C dans l'alphabétique phonétique internationale, ça veut dire Tche. Vous voyez, donc on a encore fait des complications. Alors que dans la tradition coloniale, on écrivait TSH, tout le monde savait bien de quoi il s'agissait. Donc nous nous sommes encore compliqués la vie avec tout cela. Donc moi je suis d'accord, je suis preneur si nous pourrions revenir à cela, mais je pense que il faut tout un investissement. Mais il faut aussi qu'on puisse enseigner les langues nationales. Pourquoi est-ce qu'à Kinshasa, on n'enseigne pas le Swahili? Et pourquoi, si tu es à Bukavu, tu dis je voudrais apprendre le lingala? C'est où? Vous ne pouvez l'apprendre qu'au marché et dans la rue. Pourquoi?
pourquoi est-ce qu'à l'école primaire à Kinshasa, on ne peut pas apprendre le Tsholuba? Donc voilà, nous sommes là dans des problématiques importantes sur les réformes. Il est vrai aussi que nous passons de réforme en réforme, sans jamais on applique le produit des réformes précédentes. Et donc nous sommes dans une démarche extrêmement complexe. Il faut qu'un jour qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse décider, à partir d'aujourd'hui, soyons tous sérieux. À partir de tel jour, soyons tous sérieux. Que chacun fasse correctement ce qu'il a à faire. Et à partir de ce moment-là, je crois, on pourra dire, nous avons assuré le démarrage de notre pays. Professeur, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Je vous en prie. Mais avant de terminer, j'aimerais que vous puissiez dire un mot sur cette émission Belles Lettres. Ben, ce que j'ai à dire, c'est d'abord encourager. Encourager. Probablement qu'au début, c'est le genre d'émission, dès que ça commence, on zappe en disant mais il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Bon. Mais je pense que nous sommes dans un contexte éducationnel. Je crois que de plus en plus, il y aura des gens qui iront à la découverte de ce genre d'effort que vous faites pour pouvoir découvrir réellement ce que nous devons être en profondeur et pas seulement en surface. Il faudrait que nous devenions ce que nous sommes. Et devenir ce que nous sommes, c'est réellement travailler en profondeur. Voilà ce que je pourrais dire à ce niveau. Professeur, tout le bonheur a été pour nous de vous avoir sur ce plateau et nous vous disons merci pour votre disponibilité et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. Peut-être qu'on aura encore à vous inviter pour parler d'autres choses. Encore une fois de plus, merci. Il fait beau chez vous. C'est Merci. tout ce que je peux dire. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour l'attention que vous avez voulu porter à cette émission et vous fixons rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye.